Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, Kira, cette semaine ? Salut Sid, bah écoute, ça va très bien, ça y est, je suis enfin quasiment en week-end, donc je vais pouvoir profiter excellent. un petit peu. Ce week-end, je vais aller voir un concert à Deauville. Ça va se passer dans une abbaye, en fait, c'est des chansons excellent. Enfin, c'est les musiques de Hans Zimmer, donc il y aura Dune, il y aura Pirates des Caraïbes, Inception, etc. Et c'est tout dans une atmosphère éclairée à la bougie. Donc, avec Candlelight. Voilà, ça, Candlelight. C'est très très bien. Donc ça a l'air très très cool et je fais ça dimanche soir. Donc j'ai hâte d'hier, du coup on va profiter, petit week-end à Deauville et se balader en tout cas. Espérons que tu aies du beau temps, c'est pas très bien parti là. C'est pas gagné. Bon, je regardais tout à l'heure, demain il y aura du beau temps, aujourd'hui c'est pas gagné. Donc on va voir ce que... Croisons les doigts pour toi. Voilà, c'est ça, on va voir ce que ça va donner. De mon côté cette semaine, j'ai joué un petit peu à Cyberpunk, toujours, je continue Cyberpunk et je m'amuse toujours autant. Et j'ai reçu le jeu Directive 8020. C'est le dernier jeu Dark Pictures que j'attendais depuis longtemps, donc ça y est, il est enfin arrivé et le début est prometteur, donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Et toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine à part changer des couches ? Alors, à part changer des couches, j'ai joué à Saros, toujours. J'ai aussi lancé Cyberpunk pour voir un petit peu la mise à jour PS5 Pro et la remise à niveau a été un peu dure. Je toujours avec les touches. Au lieu de sprinter, je lançais des grenades, enfin un grand classique. En manga, je finis l'arc Water 7 de One Piece, donc c'est très très bien, j'en suis au tout dernier volume et c'est très cool. Et j'ai commencé un autre manga qui est Vagabond, qui est une adaptation de la vie de Musashi Miyamoto. D'accord. Donc qui est très très cool aussi, par le mangaka de Slam Dunk, celui qui a fait le manga sur le basket. Ouais. Rien à voir avec Slam Dunk Millionnaire ? Non, rien à voir. Ça fera un très bon manga, je pense. Et sinon, j'ai refini le jeu dont on va parler aujourd'hui. J'espère que tu as bien noté le nom parce qu'il est compliqué, Kira. Alors, je l'ai bien noté. Après, à voir si je le prononce bien, ça c'est encore autre chose. Je te laisse la main sur le sommaire et sur le soutien à la Taverne du Gamer. Alors, déjà pour commencer le sommaire, on va parler un petit peu de Silent Hill. Derrière, on va parler de l'augmentation du prix des consoles, car oui, on est une génération où les consoles augmentent, c'est quand même un comble. Et n'arrête pas d'augmenter. C'est quand même un comble. Derrière, ton test de la semaine, c'est The Dark Queen of Mortal. D'accord, c'est un peu un nom de fromage. Ouais. Et pour finir, on va parler de Punisher One Last Kill, un petit court-métrage qui est sorti sur Disney+, mais pas que. Je vais parler un petit peu de Punisher à la série télé, dans la télévision en général. Ok, trop bien. Comment faire plaisir à la Taverne du Gamer ? Eh bien, bien sûr, les 5 étoiles sur les applications de podcast avec les petits commentaires. Donc ça, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Le petit formulaire du site web également, on en a reçu plusieurs cette semaine. Donc merci à vous. Si on a le temps en fin d'épisode, bien sûr, on va vous citer comme toujours. Évidemment. Et derrière, bien sûr, les réseaux sociaux, X, Twitter, Instagram, Facebook, on est là partout, quoi. On est là partout. Sauf sur TikTok, tout à fait. On est des boomers. Et je te propose de lancer le générique et on attaque. Et donc, comme première actualité, nous allons parler en effet de la hausse des consoles dans leur globalité. L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur et de comprendre pourquoi le prix des consoles s'affole, parce que tu l'as très bien dit, il y a une anomalie dans cette génération de consoles, c'est que les prix augmentent avec le temps. Là, on est habitué plutôt, et c'est tout à fait logique dans notre façon de raisonner, que plus le temps passe, plus les consoles baissent parce que les coûts de production, etc. baissent de la même façon. Et donc là, on a le contre-pied totalement inverse qui ira où tout augmente. Après, la vie augmente, mais aussi le prix de nos consoles. Surtout qu'à la base, les consoles, quand elles sortent, les fabricants font moins de bénéfices, voire souvent ils les vendent à perte au début, et c'est avec le temps, avec l'optimisation des lignes de fabrication, de production, que les consoles sont censées baisser, ce qui expliquait qu'en fin de vie, on pouvait avoir une PlayStation 3, par exemple, ou une PlayStation 2 à moins de 200 balles, quoi. Le tiers du prix initial parfois de la console vendue, surtout que la PS3 était sortie très chère. Elle était sortie, à 500 € à l'époque, 799 € à l'époque.
Ouais. Ce qui était très cher, oui. Ouais, c'était très très cher. Et donc, on va revenir sur les différentes hausses parce qu'il y en a deux qu'on n'a pas encore couvert. On avait parlé de la hausse des prix. Enfin, il y avait une première fois PlayStation qui avait augmenté de 50 €. Après, il y avait Xbox qui avait suivi avec une augmentation de 50 € sur la série S et 100 € sur la série X. Et ça, c'était en mai 2025. Depuis, Xbox n'a pas réaugmenté les prix de leur console. On sait qu'ils jouent plutôt sur la variation de leur rabonnement et sur l'ouverture de leurs exclusivités aux autres consoles pour générer du cash. Donc ça, c'est la stratégie aujourd'hui d'Xbox qui, je trouve, se défend. Après, on a vu que le Game Pass a fait un peu le yo-yo ces derniers temps. Mais en tout cas, ça semble être leur variable d'ajustement à Microsoft, le prix de leur abonnement du Game Pass. Et donc, plus récemment, d'ailleurs, c'est quand tu avais fait l'émission solo, quand j'étais à la maternité, enfin, pas moi personnellement, j'accouchais pas, mais disons que t'accompagnais, quoi. Voilà, j'accompagnais ma femme à la maternité. C'est là que PlayStation avait annoncé une hausse des prix fulgurante avec 100 € encore, donc 150 en tout depuis le lancement de la console, du coup, portant la PS5 avec lecteur à 649 € et sans lecteur à 599. Et pareil, là, la PS5 Pro a pris 100 € dans l'aile. Et c'est là qu'on voit à quel point on a bien fait d'acheter notre console Day One, Kira. Parce que nous, on l'a acheté 499, je crois, de mémoire. À la sortie, ouais. Donc on va dire les premiers investisseurs, si je puis dire, de la PS5 ont été récompensés de leur fidélité parce qu'aujourd'hui, elle vaut 150 € de plus. Après, il y a un petit effet qui se coule sympa pour le coup, c'est que les consoles qu'on a achetées, nous, Day One, n'ont quasiment pas perdu de valeur. Et moi, quand j'ai revendu ma PS5 classique pour acheter la PS5 Pro, je l'avais fait reprendre 460 € alors que je l'avais acheté 500, tu vois. Donc bon, ça c'est... Oui. C'est l'effet un peu sympa. Et la dernière hausse, elle a été annoncée par Nintendo. Donc la Nintendo Switch, qui est la console la plus récente là, du coup, sur le marché, qui augmente de 30 €. Mais qui va augmenter de 30 €. La petite particularité sur cette augmentation, c'est qu'elle n'intervient pas à l'instant de l'annonce, comme pour les autres constructeurs. Là, on a jusqu'au 1er septembre, visiblement, pour se préparer à cette hausse de 30 €. Avec, dans le communiqué officiel de Nintendo, nous présentons nos excuses les plus sincères pour l'impact de ces prévisions de prix que pour avoir nos clients et les autres parties prenantes, nous apprécions profondément votre compréhension. Donc voilà, un petit mea culpa qui arrive avec une augmentation de prix au 1er septembre. Donc, Kira, tout augmente, ma bonne dame, hein, si je puis dire, comme on le disait. Et pourquoi ça augmente? Du coup, c'est surtout ça le fond de l'affaire. En première ligne, Kira, on sait le prix des composants, donc la RAM. La RAM, c'est la mémoire vive, hein, c'est ce qui permet de faire transiter les informations au sein de la machine. Et il y a une flambée absolument exceptionnelle de la RAM, à tel point que certains très gros constructeurs de RAM, comme Crucial, se sont carrément retirés du marché des particuliers. Ils n'en font plus. Pour se consacrer à un autre marché qu'on verra après. Mais en tout cas, il faut compter environ 40%, voire 50%, voire un peu plus, d'augmentation sur les RAM et sur les SSD aussi. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le SSD, Kira? C'est le disque dur ultra rapide qui permet de faire beaucoup de choses maintenant dans une interface informatique. Outre le fait de stocker, en fait, ça va également permettre d'accéder plus rapidement à notre contenu pour le montage vidéo ou même pour le jeu vidéo, hein, c'est essentiel. Ouais, en fait, c'est tout à fait ça. Le SSD, c'est de la mémoire flash. Hein, c'est plus du disque dur mécanique comme on avait à l'ancienne dans les PC où tu avais un disque qui tournait, ouais, qui s'écrivait. Maintenant, c'est de la mémoire, ouais, qui faisait du bruit. Maintenant, c'est de la mémoire flash comme une clé USB finalement. Donc ça, pareil, l'information transite beaucoup plus vite sur ces disques-là. Et ça a été une des révolutions quand même, on peut le dire, je pense, de cette nouvelle génération de consoles. Ça a été quand même le SSD. Le fameux SSD magique. Bah ouais, et enfin moi personnellement, je trouve que c'est la vraie avancée, en tout cas next-gen qu'on ait eu, au-delà des graphismes où moi je suis un peu moins sensible. Mais le fait qu'on vit aujourd'hui du jeu vidéo sans temps de chargement, je trouve que moi, ça c'est vraiment le game changer pour moi. Ça change la donne. Là-dessus, je suis d'accord, parce que, comment dire,
On peut encore très bien faire tourner un jeu PlayStation 4 sur une PlayStation 5 ou Xbox normale, enfin Xbox One sur Xbox Series. Ça reste toujours très beau. Là, ce qu'on gagne vraiment, c'est en fluidité et en rapidité. Et c'est vrai que j'ai relancé l'autre jour la série X pour la mettre à jour parce qu'elle est dans la chambre de ma fille. Et je t'avoue que les temps d'attente étaient interminables et je me demandais comment je faisais à l'époque pour attendre aussi longtemps. Donc ça, c'est le genre d'habitude qu'on prend vite. Après, c'est vrai que en termes de purement technique graphique, en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu atteint un plafond de verre pour l'instant. Donc il n'y a pas d'effet waouh. On peut avoir des très beaux jeux, mais on n'a pas non plus de jeux incroyables où on a vraiment une sensation d'être sur une nouvelle génération de consoles. Ouais, c'est variable. C'est vrai qu'après. Nouvelle génération, la console a 7 ans bientôt. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on arrive bientôt à une fin de génération, puisqu'il parle des prochaines générations de consoles. Mais en effet, pour moi, en tout cas, le game changer, ça a vraiment été les temps de chargement et c'est possible grâce à ce SSD. Et lui aussi, il a une grosse hausse. Donc, pour vous donner des prix un peu, pour se rendre compte des prix publics, hein, pour les consommateurs comme nous, 16 Go de RAM, on est près des 200 €. Et 1 Tera de SSD, pareil, on est à 150, 200 €. Donc, si on fait rien que le cumul des deux, on atteint très vite 300, 400 €. Donc, soit le prix d'une machine d'une PS5. Oui, bien sûr, quand on les achète aussi au détail, c'est pareil. Ce que je dis, les constructeurs les prennent en gros, ils optimisent, ils ont des partenariats. Donc, ils peuvent quand même amortir un minimum le coût de revient de ces accessoires, je perds mes mots, il est tôt. De ces composants. De ces composants, tout à fait. Évidemment, le marché des consoles n'est pas les seuls impactés. Hein. Il y a les smartphones qui vont augmenter, il y a les tablettes, on l'a vu avec la Surface Pro par exemple, qui est aussi chez Microsoft, qui dans sa version la plus haut de gamme a pris 500 €, dans sa version la moins haut de gamme a pris 100 €. Donc voilà, ça touche vraiment tous les marchés, même des marchés un peu plus étonnants. Le marché de l'automobile a été très impacté par... Est-ce que maintenant il y a de l'électronique partout? Il y a beaucoup d'électronique, donc pareil. Je vois ma voiture, c'est un vaisseau spatial. Hein. Je me dis, s'il y a un truc qui tombe en panne, je suis dans la merde. C'est vraiment il y a des ordinateurs embarqués, donc pareil, il y a des smartphones, il y a de la RAM, il y a du stockage, les télés. On n'y pense pas aussi, mais vos box internet, il y a de la RAM dedans et il y a une vraie tension du marché sur les box internet aujourd'hui. Il y a plein d'éléments qui font que la RAM et le SSD sont en tension, mais surtout, vous l'entendez souvent, c'est l'IA. Et pourquoi le marché de l'IA bouscule à ce point le marché des composants? C'est qu'en fait, on est en train de vivre l'émergence d'un nouveau marché qui est très stratégique. Et quand il y a l'émergence d'un nouveau marché, le prix des composants ne compte plus. C'est plutôt la capacité à sécuriser les composants qui comptent. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a Alphabet, donc ça c'est la maison mère de Google, Amazon, Microsoft et Meta. Si on cumule leurs dépenses liées aux composants à l'IA, on est à 725 milliards $. Donc ça, je dis ce chiffre, c'est pour montrer à quel point, tu vois, Kira, on est sur des ordres de grandeur qui dépassent de très loin l'entendement. Oui, l'entendement et les considérations de vente de machines, de PS5, de Xbox, tout ça, c'est relégué au second plan. Parce que, comme je le dis, les enjeux de ces géants, c'est d'avoir la capacité à récupérer les composants et pas leur prix. Le prix ne compte plus dans ces cas-là parce qu'on vit une révolution technologique. Donc, il n'y a que la disponibilité qui compte et pas le prix. Et de fait, ils ont sorti les billets. Et donc, quand il y a ces géants-là qui achètent à des prix délirants, ceux qui fournissent à des prix délirants, du coup. L'offre et la demande. Ouais. L'offre et la demande. Et sachant que dans le marché de la RAM, il y a 3 gros fournisseurs mondiaux. Uniquement 3 gros fournisseurs. Il y a Micron, donc ceux qui font les barrettes de RAM cruciales, par exemple, et qui ont arrêté d'en fournir au marché tout public. Il y a Samsung. Samsung, on pense souvent Samsung, les télés, les smartphones, etc. Mais aussi, ils font du composant, ils font de la RAM et c'est le leader mondial de la RAM. Et après, il y a SK Hynix et c'est à peu près tout. Donc, on a 3 gros acteurs qui fournissent de la RAM et en face, il y a des géants de la tech qui achètent à un prix illimité. Ce qui compte, c'est juste d'avoir les composants. Je vois. Après, il y a les grands géants de la tech, là, tu sais, qui ont lancé des brevets et des techniques qui leur permettent de limiter au maximum l'utilisation de la RAM. Je sais que c'est Google
qui a parlé d'un truc qui s'appelait TurboCant de mémoire, et en fait ce qui permet d'utiliser 6 fois moins de ressources en RAM en fait sans perte de qualité pour tout ce qui est intelligence artificielle. Et suite à cette annonce-là, justement, le marché de la RAM a baissé en fait. Tu sais, on s'est retrouvé avec un effet inverse où du coup ça s'est mis à baisser d'un coup, sauf que pour le moment il n'y a pas vraiment de répercussions en fait sur le grand public, alors que le marché est plus bas qu'il n'était encore il y a quelques mois. Ouais, c'est logique parce que les cours d'un composant, c'est à un instant T. L'achat d'une console, l'achat des composants, la construction, les lignes de production, c'est sur plusieurs mois. Donc là, la RAM qu'il y a dans nos consoles actuellement, elle a été achetée sauf si on achète une console maintenant, j'entends, elle a été achetée il y a plusieurs mois, voire années, à des prix différents. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier simplement au prix du marché, à un instant T, au prix du cours, si je puis dire, de la RAM pour déterminer s'il y a une hausse de prix ou non sur les consoles. C'est parce que c'est pas instantané, c'est pas aussi réactif quand on a des lignes de production. Après, avec ce genre de technologie qui arrive, théoriquement, ça devrait baisser sur le long terme. Oui. Mais pendant encore quelques mois, une bonne année, ça risque d'être un peu compliqué pour les gens qui veulent se faire plaisir à moindre coût, quoi. Complètement. En gros, le jeu vidéo, ou même la technologie en général, devient une passion de riche. Ça, je n'y crois pas du tout, parce que les jeux les plus joués dans le monde, c'est des free-to-play ou des jeux très peu chers comme Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. Ça, c'est les jeux les plus joués au monde. Mais après, il y a la porte d'entrée qui compte. La porte d'entrée, c'est bien sûr l'achat à console. Et puis ces jeux-là, comme tu dis, c'est des free-to-play. Donc derrière, les gens achètent également. Donc au final, le jeu free-to-play devient très cher en fait sur le long terme. On peut y jouer gratuitement, on peut investir beaucoup d'argent aussi. Oui, mais est-ce que les gens y jouent vraiment gratuitement ? C'est ça le truc. Ce que j'allais dire aussi, c'est que l'appareil aujourd'hui sur lequel on joue le plus dans le monde, c'est le smartphone. C'est pas la PS5, c'est pas la Xbox, c'est pas la Nintendo, et c'est ni tout ça réuni. Le plus gros marché du jeu vidéo, c'est le smartphone. Et pour donner un ordre d'idée, on dit souvent que les géants du jeu vidéo, c'est Sony, Microsoft, Nintendo. Il y en a un en termes de revenus qui est bien au-delà. C'est Apple qui génère 50 milliards de revenus juste sur son Apple Store juste sur le jeu vidéo, ce qui est plus que Sony et Microsoft réunis quasiment. On sera à 60 milliards en réunion sur les deux. Donc, en fait, d'où le fameux procès qui avait Epic, qu'Epic a perdu d'ailleurs. Exactement. Epic, Apple, on en avait parlé au tout début de la taverne de ça, et Epic a perdu beaucoup d'argent avec ce procès d'ailleurs. Donc le jeu vidéo, en fait, on peut pas dire le jeu vidéo dans son ensemble est plus cher qu'aujourd'hui ou pas, parce qu'en plus les consoles dans le temps étaient assez chères. Par contre, ce qui devient plus difficile, je trouve, aujourd'hui, c'est en effet le jeu vidéo sur console, et aussi quand on achète les jeux Day One. Parce que tu vois, avec le Game Pass, avec le PS Plus ou avec les bacs d'occasion, etc., je pense qu'il y a encore moyen de jouer à moindre coût grâce au physique, disons-le, c'est grâce au physique. Voilà, parce que là, rappelons quand même que 85% des ventes, c'est de la vente dématérialisée. Oui. Et je sais pas si tu as vu, c'est tombé cette semaine, des gens en lisant les conditions générales de vente ont vu que les comptes qu'on avait, compte PlayStation Store, Xbox ou Steam, n'étaient pas cessibles après notre mort en fait. Donc c'est-à-dire tout ce qu'on achetait là était perdu après notre trépas, ce qui implique que peut-être dans quelques années, on nous demandera notre carte d'identité pour pouvoir s'identifier ou quoi que ce soit, pour être sûr que ce soit bien notre compte et qu'on ne l'ait pas récupéré de quelqu'un d'autre. Ouais, petit aparté comme ça. Vive le démat. Clin d'œil. Et sinon, pour reprendre un peu le fil de ce que je disais sur la partie IA, donc marché en tension, on l'a dit pour l'émergence de cette nouvelle technologie. Est-ce que nous sommes des vaches à lait ou pas ? C'est une bonne question à se poser. Oui, je pense. La réponse est à la fois oui et non. Oui, parce qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, teste jusqu'où elle peut aller. Et les gens achètent. et ben, c'est ce que justement va tester l'entreprise. Elle augmente les prix jusqu'à un point de rupture où les gens ne vont plus acheter. Ça va infléchir la courbe des ventes, sauf ils peuvent ne pas faire marche arrière si cette inflexion est contrebalancée par l'augmentation du prix qui font que le chiffre d'affaires ne baisse pas. Si par contre le chiffre d'affaires finit par baisser parce que le volume de vente a trop baissé, là ils sont allés trop loin, il faut rebaisser le prix, faire des promos, faire des soldes, etc., etc. Donc oui, d'un sens, toutes les entreprises, et ça on peut mettre Nintendo, Xbox, Microsoft et tous les autres dans le même panier, et en même temps, donc ça c'est la partie oui, nous sommes tous là malheureusement pour payer, et la partie non, c'est que pour le coup, sans cynisme, il y a vraiment une vraie raison, c'est ces coûts des composants qui ont bondi de façon totalement délirante.
Si on fait un calcul approximatif, et on en parlait un petit peu tous les deux, les marges brutes d'une console de jeux vidéo, on n'a jamais ce chiffre qui est un peu stratégique pour les constructeurs, mais on peut aisément se dire qu'on est aux alentours de 30% de marge brute, ce qui peut paraître beaucoup, mais dans les faits, c'est assez peu parce que pour avoir une marge nette sur une console, il faut prendre les taxes, la logistique, le stock, le transport, etc., etc. Donc, ce qui fait que ça réduit quand même beaucoup, beaucoup la marge. Et pour se donner un ordre de grandeur, sur la tech en général, donc les smartphones, les tablettes, etc., on est plutôt sur du 50-60% de marge. Donc, les consoles, on est déjà sur du divisé en deux avec un marché qui est compliqué des composants. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de la nuance. En effet, tout ce qui les intéresse, et c'est le jeu, c'est notre argent. Et en même temps, il y a une vraie situation de marché qui fait que c'est logique que les prix augmentent. Après, il y a aussi le côté, tu sais, c'est comme dans une grande surface, en fait. Dans une grande surface, tu vas avoir plein de rayons. Ce qui compte, c'est que la grande surface fasse bien sûr du chiffre, mais après, certains rayons vont être plus déficitaires que d'autres. Oui, c'est vrai. Et on va comme le jeu vidéo. Comme le jeu vidéo, on va compenser en fait la branche déficitaire par une branche qui est largement au top, on va dire, pour équilibrer. Sauf que là, j'ai l'impression que dans le jeu vidéo, ils jouent pas vraiment là-dessus. En fait, ils vont toujours nous rajouter un petit quelque chose derrière. Donc, on le sent quand même qu'il y a une légère marche arrière, mais là, c'est plus sur la partie Game Pass avec Microsoft dernièrement, qui n'a cessé d'augmenter. Et là, ils annoncent une baisse de prix, ce qui est quand même plutôt cool. Oui. Ils vont changer le service, mais ça n'empêche que le prix va être plus doux, on va dire. Après, je trouve quand même que les constructeurs se cachent quand même derrière cette crise pour pouvoir justement, comme tu le dis, tester le marché et pourquoi pas nous sortir une prochaine console plus chère. Quand je vois certains types d'architecture maintenant qui sont quand même dépassés, on n'est pas sur des PC haut de gamme, payer des tarifs comme ça, je trouve que c'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, c'est là où moi, je suis un peu plus nuancé parce que je pense que malheureusement, ce qu'on a dans nos machines vaut le prix aujourd'hui qu'on les paye. Parce que ça reste quand même c'est des belles architectures, hein. La Xbox, la PS5. Je dis pas le contraire, mais c'est l'architecture qui a 7 ans, quoi. Ouais, ça a 7 ans, mais se faire un PC nous à la mano, ça devient de plus en plus difficile. Enfin, faire quelque chose d'équivalent, c'est de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que finalement, toujours dans cet esprit d'offre et demande, on n'est pas si incohérent que ça, sachant que je ne dis pas ça pour minimiser le prix qui est très important, c'est des très grosses sommes. Une PS5 à 650 € avec lecteur, c'est délirant. On l'aurait jamais même imaginé que ce prix-là pouvait être possible à la sortie d'une console. Surtout là, une PlayStation 5 Pro avec lecteur, ça y est, on a passé la barre des 1000 balles en fait. Quand tu achètes la Pro avec le lecteur, 800, plus le petit support. 800, ah oui, si tu achètes tout, oui, certainement, on dépasse, je pense. On doit avoir passé la barre des 1000 balles, quoi. Toute petite aparté, c'est Nintendo dans un communiqué qui expliquait que le détroit d'Ormuz, on en entend beaucoup parler, a un impact aussi sur les consoles. Avec un exemple tout bête, il disait que le plastique... c'est fantastique. Non, c'est pas trop fantastique le plastique. Le plastique... Enfin bon, bref, après c'est le latex, c'est super chouette. Le plastique fait des Joy-Con d'ailleurs, ou de la carcasse de la console, passe par le détroit d'Ormuz. Et du coup, pareil, en termes de fret, je crois qu'il a pris x3 le fret. Enfin, il y a un sujet aussi au-delà de la RAM de logistique qui impacte énormément les entreprises, et y compris les entreprises françaises qui font de l'import-export, etc. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et enfin, pour finir sur cette grosse actualité, est-ce que ça va rebaisser ? Donc là, ces trois grosses sociétés sont en train de sortir des usines de terre pour construire de la RAM, sauf que c'est de la technologie de pointe. On n'y pense pas parce que souvent la RAM, ça a été toujours un peu le truc qu'on achète à pas cher. On en a partout. Ouais, et qu'on installait nous-mêmes dans nos PC, c'était le plus facile à faire presque. Sauf que c'est devenu de la technologie de pointe. Et une usine, c'est long et c'est très difficile à équiper. Enfin, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment, nous, on pourrait pas en France sortir une usine de RAM parce qu'il y a une vraie expertise, c'est très compliqué. Déjà, l'administration fait que ça serait long. Déjà, ce serait long. J'en sais quelque chose. Et en plus, techniquement, c'est devenu quelque chose de pointe. On n'a pas cette souveraineté chez nous. Donc, le temps que ces nouvelles usines sortent de terre, ça va prendre du temps. Donc, il faut se dire, moi, je pense très sincèrement, un retour à la normale, plutôt 2028, pour retrouver des prix et qui seront jamais les prix qu'on a connus avant, mais en tout cas une disponibilité des composants qui feront que le marché serait moins en tension qu'il l'est aujourd'hui, où il suffirait de payer très très cher pour sécuriser des stocks. Je pense qu'on pourrait récupérer de la respiration fin 2027-2028. Donc, Kira, je te donne raison, pour les prochaines générations de machines, ça inaugure pas forcément du bon. Parce que c'est maintenant presque que les architectures sont imaginées, qu'elles partent en ligne de production, etc., etc.
De mon côté, ça va être une news beaucoup plus rapide. On va quand même parler de bonnes nouvelles, histoire d'équilibrer un petit peu. Pourquoi ? Parce que quelques jours après avoir dévoilé des résultats annuels records, Konami qui revient dans le game, et ça fait plaisir On les aime. On les aime tout à fait, confirme que le gros retour de Silent Hill, avec surtout 2 nouveaux caps franchis, avant même l'arrivée du prochain Silent Hill, Townfall, qui est prévu pour la fin d'année. Donc déjà, Silent Hill F, qui est sorti le 25 septembre 2025, a dépassé les 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Donc, et ça, c'est des chiffres arrêtés au 22 avril 2026, donc c'est tout récent. Pas mal. Le jeu avait déjà atteint un premier million dès son lancement. Il aura fallu ensuite 7 mois pour passer le second million. Je trouve que c'est une belle performance pour une licence déjà comme Silent Hill, surtout avec un épisode qui est très très différent de Silent Hill, de ce que représente Silent Hill avec cette fameuse ville embrumée. Donc il est sorti lui en novembre 2024 et il dépasse désormais les 6 millions de joueurs. Alors là, il y a une nuance importante. Konami ne parle pas uniquement de vente. L'éditeur compte aussi les joueurs ayant téléchargé le jeu via les services d'abonnement, donc le PlayStation Store. Grâce à ça, les chiffres globaux de la licence sont quand même franchement bons. Et la franchise Silent Hill semble bien lancée. Et ça, encore une fois, ça fait plaisir. Car il faut aussi se souvenir que le survival horror, de base, c'est quand même un jeu de niche et que c'est pas un coup sûr à chaque fois. Il y a beaucoup de survival qui se sont plantés dernièrement. Et donc, ça, voilà. Déjà, pour Silent Hill, c'est plutôt cool. À côté de ça, on s'aperçoit aussi que le service pour abo donne quand même un sacré coup de boost par rapport aux chiffres de jeu. Par contre, ce qui est embêtant, avec ce système de calcul, c'est qu'on ne sait pas si les gens ont juste téléchargé le jeu, si on jouait 10 minutes ou si on jouait complètement, parce que c'est quand même le risque des jeux par abonnement, c'est que les gens ils téléchargent, ils jouent 15 minutes, non ça me plaît pas, et next, ils passent à autre chose. En tout cas, Konami semble avoir trouvé quand même sa formule avec des jeux à moyen budget et des sorties régulières. Donc moi j'attends quand même le prochain Silent Hill que j'avais pas prévu de faire et finalement je vais le faire quand même. J'ai envie de voir un petit peu ce que va proposer cet univers avec des gameplays différents en tout cas. Donc je pense vous faire un test en fin d'année. Ouais, c'est chouette que cette licence revienne sur le devant de la scène, ça donne raison à Konami. C'est un monument quand même. C'est un monument. Moi, je trouve c'est assez niche en plus pour un survival, parce qu'on est quand même sur un survival un peu... horreur psychologique. Horreur psychologique, très cryptique, très... disons que c'est l'opposé de Resident Evil. C'est cool, c'est l'opposé de ce qui est devenu Resident Evil encore plus aujourd'hui, mais même à l'époque, tu as totalement raison. Même si dans Silent Hill 2, les combats sont quand même assez présents. Surtout dans le remake. Ouais, surtout dans le remake, ça reste quand même quelque chose de pas très abordable, je trouve, mais je dis pas ça de façon péjorative. Donc c'est d'autant plus une belle performance et il a joui très certainement de son aura, du nom Silent Hill qui reste légendaire. Donc ça fait plaisir. Et pour ce que tu disais sur les abonnements, où en effet, comptabiliser le nombre de joueurs, c'est toujours un petit peu difficile parce que ça veut pas dire forcément, ça démontre pas forcément un engagement. Ouais, que le jeu est plus ou pas, quoi. Ouais. Ça, le truc. Et on le voit souvent au travers des succès. C'est ça qui est rigolo, où on voit que tu as des succès de prologue où tu vois que tu as à peine 50% des joueurs qui n'ont pas ce succès-là alors qu'il est au tout début du jeu, ou pire, les succès de fin. Alors sur Silent Hill, j'avais regardé en plus à l'époque et je me souviens plus. Mais c'était famélique le nombre de gens qui étaient allés au bout du jeu. Donc c'est vrai que l'indicateur de joueurs, moi je l'aime pas trop parce qu'il dit beaucoup de choses sans vraiment révéler l'engagement. Ouais. C'était le cas avec Assassin's Creed Shadow où ils avaient annoncé, tu sais, très fièrement le nombre de joueurs, combien de millions de joueurs, mais sans annoncer de chiffre de vente. Au final, on s'aperçoit que les chiffres de vente sont quand même en deçà du nombre de joueurs, vu qu'il était sorti sur l'Ubisoft Plus. Ouais, et je pense que la création des succès et des trophées, c'est justement pour eux un indicateur facile, car ça va automatiquement cloisonner le nombre de, l'avancement des joueurs dans les jeux, en fait. Beaucoup plus simple pour eux. Pour nous, c'est ludique, mais pour eux, ça leur permet d'avoir accès à cette information plus facilement. Mais oui, ça donne de la data, ça donne des métadonnées, comme on dit, où ils peuvent voir aussi les points ou les moments où les joueurs ont décroché. Si c'est par exemple, je dis un truc hypothétique, s'il y a 6 mois entre deux succès, s'il y a 6 mois entre deux succès, ou
si entre, tu sais, tu as un succès chapitre 2, un succès chapitre 3, et que tu vois que le nombre de joueurs s'effondre à partir d'un certain chapitre, ça peut donner aussi des enseignements aux développeurs où là, à ce moment du jeu, on a perdu quand même beaucoup de joueurs, ils continuent pas, alors que l'engagement était fort avant, etc. Donc ces métadonnées, en effet, sont très intéressantes, et j'imagine qu'ils doivent avoir une culture de la data qui leur permet de savoir précisément ce que les joueurs font, ce qu'ils font pas, là où ils abandonnent, là où ils continuent, ce qui crée de l'engagement ou non. Et oui, les succès sont le reflet de ça. Surtout que c'est ce qu'utilise déjà dans un domaine différent Netflix, c'est le taux de complétude de la série télé ou du film, et eux ils voient si c'est un succès ou pas. En fait, c'est si les gens tout simplement sont allés jusqu'au bout. On l'a vu, c'était sur je sais plus c'était quelle série, où la première saison avait cartonné et la deuxième saison à peine, on va dire, à avoir les mêmes audiences, c'est plus vraiment des audiences, mais les mêmes audiences que la première saison, et ça ils le voient via justement au temps qui sépare le visionnage entre les épisodes. Donc avec les succès, ça doit être le même principe. Ouais, complètement. Et ceci clôture la partie actualité qui était un peu plus longue cette semaine, mais tout est sous contrôle. C'est parce que la chronique qui vient est toute petite. Sachant que le jeu, comme je disais, c'est presque, j'ai envie de parler d'expérience plus que de jeu, bien que ludiquement c'est très malin et vous le verrez. Le jeu s'appelle The Dark Queen of Mortholm. Donc il n'est pas question de fromage, Kira, mais il est plutôt question... C'est dommage, j'en ai l'eau à la bouche. Il est plutôt question de Souls, de Dark Souls. Il faut imaginer The Dark Queen of Mortholm, c'est le nom parfait d'un boss de Dark Souls et il faut garder ça à l'esprit. C'est un jeu qui est sorti en août 2025, donc milieu d'année dernière. Il est dispo, je crois, gratuitement sur leur site web ou sinon 4 € sur Steam. Donc bon, ça va. Il a été accueilli très positivement par la communauté. Il y a un développeur, il s'appelle Mozu. Le studio d'édition, l'éditeur, c'est Monster Seater, qui sont spécialisés justement dans les petites productions. Donc on est complètement dans quelque chose de très indé. Et on vous laisse avec un petit peu de musique et je vous explique le concept. Donc je disais un seul développeur à ma connaissance. Après il y avait du monde sur le sound design et la musique de mémoire. J'ai cru voir ça au crédit mais ils sont passés très vite les crédits. Un seul studio, donc une seule maison d'édition pour un huis clos. Déjà c'est un jeu qui va se passer toujours au même endroit, dans une même salle. C'est la salle du trône de la reine, justement de la reine sombre de ce monde. Et tout va se passer à cet endroit. Donc déjà, petite particularité, je pense que les huis clos dans le jeu vidéo, Kira, c'est assez rare. J'ai pas d'exemple d'ailleurs, où ça se passe que dans une pièce. Est-ce que tu en as, toi ? J'étais en train d'y réfléchir, il y avait 32 minutes. Il se passait tout le temps. Je crois que c'est 32 minutes, ouais, qui se passait, ou 16 minutes, je sais plus. Tu sais, c'est un jeu où ta femme mourait et tu revivais la boucle temporelle, en fait, jusqu'à temps que tu puisses s'en sortir. Et là, ça se passait toujours dans la même pièce, étant vue de dessus, si tu veux, et ça se passait dans le salon, quoi. Ah, ça doit être sympa. Enfin, ça doit être un peu glauque, hein, je dis pas ça. Xbox, à la base, c'est un peu glauque. Il est sorti sur Xbox de base et il est dispo, je crois, sur PlayStation. Et c'est un jeu. C'est 12 minutes le nom, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des boucles de 12 minutes à chaque fois que tu revis sans arrêt. Donc là, mon jeu est un huis clos. Mon jeu est en pixel art, 100%, du plus bel effet. Donc plutôt pratique. Il y a 2 protagonistes. Il y a le héros et il y a la méchante, la reine sombre. La reine du fromage. La reine du fromage, nous on va incarner cette reine-là. D'accord. Et c'est déjà le premier contre-pied, tu vois, qui est rigolo. Et le second contre-pied, c'est que le héros qu'on a en face de nous, c'est un héros de Dark Souls. Donc, c'est un gars, au début, il va arriver, il va nous mettre un coup d'épée, ça va absolument ne rien nous faire. Nous, on va lui mettre un coup de massue, parce que nous sommes la reine surpuissante, invaincue, et on va le one-shot. Sauf que ce héros, il va revenir, parce que c'est un héros de Dark Souls. Donc, la mort fait partie du truc et il revient. Et notre premier coup, il va l'esquiver parce qu'il aura appris notre pattern. Il va nous taper, ça va rien nous faire. Et là, on va le retuer. Et il va revenir, ce héros. Et il va revenir, il va faire une esquive, puis 2, puis on va le buter. Et il va revenir, etc. Il revient à chaque fois. Et avec la même courbe d'apprentissage que nous, quand nous sommes le héros d'un jeu Dark Souls, on va apprendre les patterns, on va se stuffer avec le temps, on va gagner de l'expérience. Et petit à petit,
Nous, on joue toujours la reine qui, elle, par contre, a toujours les mêmes attaques, a toujours la même puissance, a toujours la même barre de vie, ne progresse jamais, de facto. Et on va combattre à chaque fois ce héros qui va devenir de plus en plus fort. Et nous, on va finir par vraiment, vraiment galérer. D'accord. Donc déjà, tu vois, le concept, c'est quand même très cool, c'est très malin. Voilà, le genre de jeu que tu joues avec une balle en latex dans la bouche, je pense. Non, parce que, en fait, l'intérêt du jeu n'est pas du tout la difficulté. D'accord, ce que dit comme ça a l'air d'être l'intérêt quand même. Eh ben non, parce que c'est le second twist, c'est ce que j'amène, c'est qu'ils vont dialoguer à chaque rencontre. Donc la reine dit quitter, le gars il dit bah, je suis un héros, je viens te tuer parce que t'es la reine éternelle et c'est mon rôle. Il va se faire défoncer, il va revenir, il dit oh la vache, t'as été dur quand même avec moi la fois d'avant. Et la reine va lui dire bah normal, t'es nul. Et il va la rebuter. Et petit à petit, j'en dis pas trop et j'arrête d'en dire là parce que c'est toute la saveur du jeu, il y a une relation qui va se créer entre les deux. Une relation toxique, amour-haine. En fait, une relation un peu toxique. En fait, il y a des choix de dialogue. Donc, en fonction des choix de dialogue, on va influencer ce que dit la reine et ce que répondra le héros. Mais il y a surtout, le héros parfois va pas hésiter à poser des questions à la reine. Mais toi, au final, moi, ok, je meurs, je reviens pour te tuer. C'est mon rôle. Mais toi, c'est quoi ton rôle en fait? Tu restes dans cette pièce toute ta vie, dans ta salle du trône. T'es là depuis l'éternité. T'es invaincu. Tu sors jamais de ta tour. À quoi tu sers en gros, tu vois? Et on va traverser des petites étapes de mélancolie avec la reine où finalement elle va s'ouvrir, elle va parler un petit peu. Et le héros, lui, va se questionner aussi sur le sens de son existence à lui, de pourquoi il fait ça, pourquoi il retourne à chaque fois au charbon, pourquoi il meurt en boucle. Et la reine, pourquoi elle fait ça aussi. Et c'est extrêmement malin, c'est drôle, les dialogues sont plutôt drôles. Et surtout, ça crée quelque chose d'assez unique, tu vois, où le gameplay finalement compte, mais comme je l'ai dit, c'est pas le sel du jeu. L'intérêt n'est pas la difficulté. L'intérêt est vraiment de voir ces deux personnages que tout oppose logiquement, puisqu'ils sont ennemis, se poser des questions même sur la nature de leur rôle. Et quand on est joueur de Dark Souls ou de Elden Ring comme toi et moi, Kira, oui. En fait, ça fait écho à ce que l'on vit, tu vois, ce que le héros s'inflige à aller combattre la reine à chaque fois. Nous-mêmes, on se l'est infligé dans notre vie de joueur, à aller combattre des héros sans fin, 30 fois, 40 fois, à mourir en boucle, mais à chaque fois en progressant, à chaque fois en lisant mieux les patterns, à chaque fois... C'est ça, c'est de la montée en compétence par l'échec, en fait. C'est un peu la vie, en fait, en vrai. Le Souls-like est une allégorie de la vie, par moment. C'est un peu la vie, et c'est un peu ce que nous dit ce jeu. C'est un peu ce que va vous emmener les dialogues de ce jeu, et c'est ça qui est extrêmement bien pensé. Et encore une fois, on est sur du domaine du concept. Le jeu s'articulera uniquement autour de ça, autour des interactions entre ces deux personnages, autour des dialogues et autour de la symbolique que nous sommes la reine immortelle invaincue à tuer un héros faible, mais qui à chaque fois, de par son courage, revient. Donc tu as d'un côté la reine, qui est une entité divine, quasiment, mais démoniaque, qui se bat par convenance, parce que elle se bat pour ça, tu vois, elle est là presque que pour ça. La reine, c'est la définition de son être, quoi. Exactement, elle se bat, je cherchais mes notes en même temps, elle se bat par principe et sans effort, c'est ça que j'ai mis. Et ce qui est complètement en opposition avec le héros qui se bat par choix et par difficulté, avec sens du sacrifice, mais qui va à chaque fois revenir un petit peu plus fort. Et pareil, comme tu disais, la vie nous apprend que c'est par l'effort aussi qu'on va... La vie trouve toujours un chemin. C'est par l'effort qu'on va progresser, c'est par l'effort qu'on va s'améliorer. C'est ce que vit ce héros, là où la reine campe sur ses acquis, fait les choses sans vraiment de sens. Elle, au début du jeu, à la fin du jeu, la reine est la même puissance, les mêmes attaques, elle n'évolue pas. Il n'y a que le héros qui a trouvé ce sens au travers du courage, au travers de l'espoir surtout, parce qu'il y a ça, le héros nourrit l'espoir de la vaincre, et elle nourrit quoi? Rien, à part le fait de devoir le tuer à chaque fois qu'il revient. Donc on va rentrer pendant 20-30 minutes dans la psyché de ces personnages-là, pour en même temps, en effet, aller dans de l'allégorie du sens de la vie, de l'effort, du sacrifice, du courage, et je trouve que c'est extrêmement bien. Moi, c'est ce que j'aime dans les jeux indépendants, surtout quand ils émergent comme ça de l'idée d'un créateur, c'est que ça gravite surtout souvent autour d'un seul et même concept. Et pour un peu qu'on y adhère à ce concept, en fait, on a un truc d'assez unique. Tu vois, on vit quelque chose d'un petit peu différent.
Et moi, c'est ça que ce jeu m'a fait. Et c'est savoureux. Tu vois, j'aime beaucoup ces petites expériences de jeu. Je vois, oui. Donc, il y a 3 fins, Kira. Tout de même, donc finir le jeu n'est pas une fin en soi. Il y a 3 fins en fonction de, j'en dis pas trop, mais de comment on se bat. Si on se bat ou pas, d'ailleurs, petite piste. Aussi la fin, si on arrive à bien gérer ou pas. Enfin bref, il y a 3 fins différentes qui offrent une conclusion mélancolique ou pas. Y a des choses que j'aimerais bien dire parce que c'est des petits détails très subtils, mais j'ai pas envie de gâcher de surprise. Mais pour te donner un ordre d'idée, Kira, quand la reine tue le héros, elle claque des doigts pour faire disparaître son corps. D'accord, oui. Okay. Dans les flammes. Comme ça, il disparaît, il revient. Tu rejoins ton trône et le héros revient pour se rebattre. Et en fonction de vos choix de dialogue, elle ne claquera plus des doigts, elle fera quelque chose de différent. Elle pourra s'agenouiller, poser sa main sur le corps du héros, il disparaît, et hop, il reviendra et ils vont recombattre. Mais en fait, ça démontre par des petits détails un petit peu subtils comment la perception qu'a la reine du héros peut évoluer. Oui, et ça, pareil, je vous laisserai le découvrir, c'est assez malin. Donc j'en ai fini avec ma chronique, donc tu vois c'était très court parce qu'en même temps si ma chronique est plus longue que le jeu, ça aurait été un peu bizarre sur le principe. Mais Kira, j'ai une dernière question à te poser avant de te laisser la main. Est-ce que tu te souviens de jeux vidéo où on incarne un méchant et pas un gentil? Parce que là c'est vraiment le principe du jeu, je brode un peu pour te laisser Castlevania Lord of Shadow 2. Castlevania Lord of Shadow 2, oui, tout à fait, très bon exemple. En as-tu d'autres? Du coup oui, mais si je le dis ça sera spoilé de ouf. Parce que c'est un personnage qui devient méchant. Alors sans spoil, parce qu'il y en a où sans spoil. C'est un personnage qui devient un antagoniste dans une saga que j'adore énormément. Ceux qui ont joué vont le savoir du coup. Voilà. Donc oui, en effet, il y a des fois où t'as joué un héros, t'as joué un méchant sans le savoir parce que c'est le twist de fin. Exactement. Mais ça, du coup, on ne peut pas le révéler. Mais il y a des jeux, par exemple Dungeon Keeper. Tu sais, tu joues un geôlier. Oui, carrément. J'ai joué beaucoup sur. Ils l'ont sorti sur Xbox. Ouais. Et j'y ai joué beaucoup genre l'année dernière. Et bah, très bon jeu, tu vois, où tu joues littéralement des méchants. Le diable. Voilà, tu joues le diable. Il y a le jeu Carrion. Je sais pas si tu le connais, c'est un très bon jeu où tu joues une petite, tu vois, The Thing, une chose un peu bizarre. Ouais, carrément. Je l'ai fait également, j'ai trouvé ça sympa. Le jeu The Thing ou Carrion? Carrion. Oui. The Thing, j'adore aussi. Mais le jeu Carrion, ça va beaucoup plus que justement, ça m'a rappelé The Thing. Où tu joues une petite bête, en effet, j'explique au concept, où tu vas tuer des humains et petit à petit, la petite bête que tu es va devenir de plus en plus grosse pour être un amalgame de chair immonde et atroce et dégoûtant qui va tout raser sur son passage. Et au début, tu es très très faible et au fur et à mesure, tu deviens un monstre infâme. Exactement. Il y a le jeu Tyranny, un RPG signé Obsidian où le mal a déjà gagné la guerre. Il y a Overlord aussi, un jeu très connu où on joue des hordes de méchants. Et Destroy All Humans. Où tu joues les petits extraterrestres. Où tu joues les petits extraterrestres. J'avais fait le 1 et le 2. J'ai pas d'autres exemples en tête parce que je trouve que c'est assez rare. Et pourtant, je trouve que en termes d'idées de game design, que ce soit un twist de fin ou non, parce que apprendre que pendant toute une aventure, on a joué le méchant, c'est très très cool, ça j'adore, il n'y a pas de débat. Mais aussi le fait de, dès le début du jeu, on te positionne dans le rôle du méchant et tes actes sont que maléfiques. J'aime bien aussi cette idée-là parce que ça prend le contre-pied de beaucoup de jeux qui se veulent très lumineux, très le bien, le mal, blanc ou noir, etc. Et voilà, j'aime bien ces partis pris-là et le jeu de ma chronique aujourd'hui en est un bon exemple. Donc je ne saurais que vous le conseiller pour cette petite expérience qui coûte pas cher et qui est trouvable plutôt sur PC du coup. On s'adresse aux joueurs PC aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. C'est vrai que c'est assez rare. On parle surtout des joueurs console, mais c'est vrai qu'aussi on a beaucoup d'auditeurs qui jouent sur PC. Et c'est vrai que souvent il y a des petites pépites comme ça qu'on ne mentionne pas du coup, parce que c'est vrai que c'est pas notre façon de jouer aux jeux vidéo. C'est vrai qu'on est tous, à part toi, t'as une Steam Deck, mais sinon on est tous sur Mac. Et du coup, c'est pas vraiment la plateforme pour jouer au jeu, quoi. Moi, j'ai joué sur Steam Deck d'ailleurs à ce jeu. D'accord. Bon, donc c'est compatible. Donc je te laisse la main, Kira, après cette très courte chronique, pour toi quelque chose d'un petit peu plus dense, je crois. Donc tu vas nous parler de The Punisher. Oui, parce que là, pour le coup, je pense que la chronique va être plus longue que, que le propos. Donc je vais parler du dernier court-métrage, The Punisher, qui est sorti sur Disney+, il y a quelques jours, qui s'appelle The Punisher Last One Kill. Pourquoi je voulais en parler? Parce que cette version du Punisher revient de loin, en fait, et ça fait plaisir de la voir. Donc du coup, au début, je voulais
vous parler que du court-métrage, et finalement, j'ai un peu digressé dans tous les sens, et je suis parti sur une partie Netflix et la partie Disney+. Voilà. Ok, donc très bien. On va vous mettre le générique de la saison 1, du coup, et puis on va attaquer juste derrière. Allez, banco. L'histoire du Punisher, donc la version John Bernthal, donc qui commence réellement en 2016 dans la série Daredevil sur Netflix. Donc 2016, ça commence à faire loin, ça fait 10 ans. Est-ce que tu Très vois bonne qui série est Netflix. John Bernthal ? Non. C'est l'acteur qui jouait Shane dans The Walking Dead dans les 2 premières saisons. Ok, je vois qui c'est. Et grâce à cette série, c'est un acteur qui a eu quand même une certaine, qui a été mis sur le devant de la scène, et quand il a décroché le rôle du Punisher, à mes yeux en tout cas, c'était comme une évidence, tant physiquement je trouve qu'il lui ressemble. Il est un peu plus petit, il est un peu moins stock que la version BD, surtout la version Garth Ennis, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Et à l'époque, Marvel Television développe ce qu'on appelait alors les Defenders. Donc les Defenders, c'est une équipe de super-héros qui est connectée au MCU. C'est plus sombre, plus violent, c'est surtout plus psychologique, et avec une équipe... une sorte d'équipe d'Avengers urbains. On avait donc Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Et toutes ces séries-là étaient chapeautées par Netflix parce que justement, Marvel avait décidé de sous-traiter les séries télé sur la plateforme au grand N. Après les aventures de Matt Murdock dans la première saison de Daredevil, la saison 2 a introduit Frank Castle, donc vétéran traumatisé, devenu justicier meurtrier après l'assassinat de sa famille. Et dès ses premières apparitions, John Bernthal impose une version du Punisher radicalement différente des précédentes incarnations du personnage, car là où Thomas Jane jouait un anti-héros mélancolique, où Ray Stevenson lui incarnait plutôt une machine de guerre très caricaturale, donc je vais pas parler de la version de Dolph Lundgren, c'est encore autre chose, c'était les années 80. Bernthal lui apporte une rage intérieure beaucoup plus réaliste. Son Frank Castle n'est pas un super-héros, c'est un homme détruit, hanté par un violent PTSD, mais vraiment violent. Il est incapable de retrouver une place dans le monde, et chaque explosion de violence semble venir d'une douleur impossible à contenir. Le PTSD, c'est le syndrome post-traumatique, tout à fait. Voilà, j'avais fait une BD en chronique qui s'appelle PTSD d'ailleurs, qui est très très bien. Exactement, tout à fait. Dans la saison 2 de Daredevil, l'opposition philosophique entre Matt Murdock, donc c'est Daredevil bien sûr, et Frank Castle devient immédiatement le cœur du récit. Matt croit encore en la justice, au système et surtout à la possibilité de sauver certains criminels. Frank, lui, estime que certains monstres doivent simplement être éliminés, et cette confrontation morale et idéologique donne à la série certaines de ses meilleures scènes, notamment un fameux dialogue entre les 2 anti-héros sur un toit, et c'est précisément ici que le comédien prouve qu'il peut porter le personnage sur ses épaules. Le succès est tel que Netflix commande rapidement une série solo, donc The Punisher. La première saison sort en 2017. Elle prend une direction plus paranoïaque, politique, et surtout, moi je l'adore personnellement, car si tu veux, c'est ce qui ressemble le plus au Punisher de la BD. On a Frank qui découvre que le complot ayant conduit au meurtre de sa famille implique d'anciens militaires, des opérations clandestines et des figures corrompues du gouvernement. La série abandonne le registre super-héros pour adopter celui du thriller militaire, donc tu sais que moi j'aime bien ce style de série, et elle parle de Tom Clancy un petit peu la Tom Clancy, tout à fait. Elle parle de traumatisme de guerre, de culpabilité, d'anciens soldats incapables de se réadapter à la vie civile. Le Punisher devient alors moins une icône de vengeance, plus qu'un symbole d'une Amérique cassée. La deuxième saison, qui est sortie en 2019, est à mes yeux très décevante, notamment via le traitement de son vilain, mais elle approfondit la psychologie entre Frank, et surtout on y retrouve Billy Russo, qui est devenu Jigsaw. Donc Jigsaw, c'est le principal antagoniste du Punisher, dans une relation presque fraternelle et toxique, et surtout c'est ce qui m'a gêné, si tu veux, c'est que le traitement de Billy Russo, de Jigsaw du coup, il est loin du monstre défiguré des comics. Le mec est encore vraiment trop beau gosse, quoi. Parce qu'à la base, Jigsaw, c'est un mec qui est un vieux BG, qui est hyper cool et tout. Le Punisher pète un câble, il le défigure, mais quand je dis le défigure, le mec il devient méconnaissable, il fait peur aux gens, et du coup, il devient aussi moche à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est pour ça qu'il le défigure. Double face, presque. C'est un peu ça, tout à fait.
En gros, Punisher dit t'es moche à l'intérieur, on va le montrer à l'extérieur et en gros il lui ravage la tronche. Sauf que dans la série, le mec il a juste 2-3 balafres. C'est le Punisher. Sauf que dans la série, le mec a 2-3 balafres, il est toujours méga beau gosse en fait, et du coup je trouve que ça colle pas avec le personnage. Après, la série a quand même des fulgurances car elle insiste vraiment sur la solitude du personnage et sur son incapacité à abandonner la violence, même lorsqu'il tente de protéger des innocents ou de mener une existence plus calme, il finit toujours par replonger. Et c'est précisément cette tragédie en fait qui définit le Punisher. Frank Castle ne sait plus exister autrement qu'en guerre. Il est enfermé dans son propre archétype, si je puis dire, de personnage énervé. Et ça, c'est plutôt savoureux. Exactement, c'est une boucle sans fin en fait. Après, on a eu Netflix qui annule brutalement toutes les séries Marvel à la suite de la réorganisation de Disney et au lancement de Disney+. Et pendant plusieurs années, le destin du personnage reste flou. Beaucoup pensent que cette version ultra-violente du Punisher n'a pas sa place dans le MCU, qui est quand même le MCU, ça reste quand même la saga familiale par excellence. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre ou quoi que ce soit. Ça reste quand même très très soft. Ouais, mais pourtant, tu sais, la série, j'ai oublié le nom, là, la série de super-héros qui n'en sont pas, là, qui est hyper violente. Ouais, voilà, The Boys. Avec l'avènement de The Boys, qui a été un carton monumental, pour moi, The Punisher a totalement sa place. Voilà, dis-toi que The Boys, c'est après The Punisher, mais surtout, intégrer un personnage comme le Punisher dans le MCU, je veux dire, tu mets un Spider-Man, il va être dans le prochain Spider-Man. Tu mets Spider-Man au gamin, t'as le Punisher dedans. C'est qui ? J'ai envie de regarder une série sur lui ? Oui, mais non. Je comprends. Ok, je comprends cet argument. Plus dans ce sens-là, en fait. Ouais, ok, je vois. Et pourtant, en 2025, l'acteur revient officiellement dans Daredevil Born Again, donc une série que je vous conseille, que j'ai beaucoup appréciée pour le coup, même s'il y a quelques faiblesses, la série est vraiment très cool, parce que déjà, on commence à monter d'un cran dans la psychologie et la violence du MCU via cette série-là. Et son apparition agit presque comme une validation rétroactive de toutes les séries Netflix au sein du canon Marvel moderne, en fait. Born Again reconnecte Matt Murdock et Frank Castle dans le New York, un New York toujours aussi brutal, mais désormais, du coup, officiellement intégré au MCU. Frank apparaît plus fatigué, plus usé encore, comme un homme qui a survécu à trop de guerres, et cette continuité mène directement au téléfilm spécial, donc The Punisher One Last Kill, diffusé sur Disney+ depuis quelques jours. Le synopsis est minimaliste. C'est Frank Castle au bord du suicide. Voilà, il est pas content, au bord du suicide, et plus seul que jamais. Il tente d'en finir, et il est pris pour cible par une organisation criminelle qui va le replonger dans la violence. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un cycle sans fin en fait, c'est une boucle temporelle. Ouais, mais c'est bien parce que ça joue sur la psychologie vraiment du personnage et ça renferme encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le Punisher dans ce qu'il est. Donc c'est un pitch qui fonctionne très bien, je trouve. Surtout pour un épisode de 45 minutes, parce que c'est un court-métrage. Mais il faut que ce soit efficace. Voilà. Il faut que ce soit efficace. Et derrière cette intrigue, comme tu le disais, volontairement minimaliste, le film fonctionne surtout comme une étude finale du Punisher et pour le remettre sur le devant de la scène pour dire voilà où en est le personnage actuellement. Très bien, ouais, ok. Déjà, le premier choc du court-métrage, c'est son ton. Marvel Studios n'essaie plus d'adoucir le Punisher. Au contraire, le film assume pleinement sa brutalité. Dès les premières minutes, la mise en scène de Reynaldo Marcus Green, que je ne connaissais pas du tout, annonce la couleur. Les couloirs sont sombres, les appartements sont délabrés, la lumière est froide, on a des corps écrasés contre les murs, la violence est sèche, c'est rapide, c'est extrêmement physique. On pense immédiatement à John Wick. The Raid, ou même au cinéma policier new-yorkais des années 70 comme Injustifié dans la ville, que j'aime beaucoup. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, c'est totalement ma cam. Ce spécial, je le vois un peu comme une version Marvel de John Wick, donc en plus violent. John Wick, c'est quand même très chorégraphié et on iconise beaucoup de John en fait. Et second degré quand même, je trouve. Moi, ça me fait marrer John Wick. Est-ce qu'on rigole pendant The Punisher ? Peut-être pas. Pas du tout. Voilà. Mais pas du tout, parce que c'est ce que je disais dans John Wick. En fait, on iconise John. En fait, on le rend classe dans ses mouvements. Et là, ce qui frappe ici, c'est que la violence n'est jamais présentée comme cool. Frank n'est pas filmé comme un héros. Il n'est pas en contre-plongée avec des scènes de ouf et tout. D'ailleurs, la fameuse tête de mort qu'il a sur son costume apparaît que dans la dernière minute de l'épisode. On a un héros qui est comment t'expliquer ça ? On a un personnage qui est fatigué. Et du coup, le comédien joue constamment cette fatigue, donc les épaules lourdes, le regard vide, la respiration qui est difficile, et on sent que le personnage est à bout. Et même lorsqu'il massacre ses ennemis, et crois-moi, il en massacre des ennemis, on sent qu'il se détruit lui-même
un petit peu plus au fur et à mesure, tu vois. Et c'est d'autant plus, c'est d'autant plus mis en avant, c'est qu'il pousse des cris un peu bestiaux quand on l'entend se battre, qui fait que le mec, il fait réellement peur. Je veux dire, est-ce que c'est un méchant ou un gentil, du coup, The Punisher ? En fait, c'est foncièrement un gentil, mais il peut être considéré comme un méchant parce que lui, il se gêne pas, il va descendre un mec en plein milieu de la rue, tu vois. Enfin, je veux dire. Donc c'est un méchant. Donc voilà, disons qu'il a des vocations, disons qu'il soigne le feu par le feu, tu vois. C'est un peu ça. Donc il est considéré comme un gentil, mais à la fois considéré comme un méchant, donc il est dans l'entre-deux, tu vois. Mais dans nos deux chroniques, on est du côté des méchants aujourd'hui. Voilà, c'est ça, c'est marrant, c'est qu'on n'était pas raccord. Et ici, on retrouve l'esprit des comics de Garth Ennis, donc que j'aime beaucoup, notamment l'arc Welcome Back. Berntal, donc c'est, comme je disais tout à l'heure, l'acteur principal, qui a écrit le film et s'inspire ouvertement de cet arc-là. Certains antagonistes sont, on va dire, caricaturaux, hein. On va avoir des loupards, le fameux, la scène avec le gros balèze, on a la matriarche de la famille, et ça fonctionne parce que lui, Frank, il reste profondément humain, en fait. Et ce constat l'isole encore plus, que ce soit au niveau des habitants de New York, qui le regarde un petit peu comme un mec un peu chelou, tu vois. Et surtout, les criminels, il appartient à aucune caste. Tu vois, c'est pour ça que c'est difficile de dire si c'est un gentil ou un méchant, il appartient à aucune caste. En fait. Mais ce qui renforce le côté très solitaire et un peu perdu du personnage. Ça, il est même pas un peu perdu, hein. Il est complètement à la ramasse, le mec. Enfin, franchement, sans déconner, j'aimerais pas vivre comme ça. Il se balade, il a ses anciens collègues qui lui apparaissent de façon fantomatique, qui lui parlent pour lui faire peur et tout. Il picole et il prend des analgésiques dans tous les sens. Enfin, clairement, le mec, il est en sursis, chaque minute il peut calancher, hein, tu vois. Et du coup, One Last Kill devient davantage un long épisode, je le disais tout à l'heure, avec une durée de 45 minutes. Il va droit à l'essentiel et c'est une qualité, car il n'y a aucun temps mort. Le film avance constamment, scène après scène, et le véritable cœur du projet donc reste son comédien. Sa performance est toujours impressionnante parce qu'elle refuse toute glorification. Son Punisher ressemble presque à un toxicomane incapable d'arrêter la violence, à l'image de Rambo dans John Rambo. Rambo, tu sais, je sais pas si tu l'as vu, le John Rambo, qui est pour moi mon deuxième Rambo préféré. Et quand Stallone a repris le rôle, en fait, il a décidé de jouer un John qui s'est rangé, en fait, mais le monstre était toujours tapis au fond de lui, tu vois, qui demandait qu'à exploser. Et un jour, il se passe quelque chose qui fait que le monstre explose, et là, on a un déferlement de vengeance et de violence qui est assez incroyable. Et ben, on ressent ça aussi avec ce Punisher. Okay. Intéressant. Donc Frank Castle répète sans cesse qu'il veut en finir, mais il est prisonnier de son propre cycle destructeur, d'où le titre One Last Kill. Donc voilà, toi, est-ce que je veux dire, il y a un petit parallèle par rapport à ça. Et le film réussit aussi quelque chose d'assez rare dans les productions Marvel modernes. Il ose être inconfortable. Il n'y a pas d'humour, il y a très peu de fanservice, aucune volonté de désamorcer les scènes dramatiques par des blagues. On sent même une certaine méfiance envers l'idée de héros, en fait. Pourquoi une personne serait plus légitime de rendre la justice plutôt qu'un autre ? Frank Castle est montré comme un homme profondément malade dont la guerre personnelle contamine tout ce qu'elle touche. Visuellement, la réalisation est nerveuse, mais étonnamment sobre. Il évite les effets numériques excessifs, même si il y en a un ou deux qui sont quand même très grossiers et très moches, je dois l'avouer, c'est dommage. Mais elle privilégie les combats rapprochés, tu sais, les impacts physiques, les espaces confinés, la brutalité, on est encore plus c'est ce qu'on attend d'un... C'est ce qu'on attend, tout à fait. Et ça fait plaisir parce que j'ai pas l'habitude de voir Marvel traiter ce genre de scène d'action, en fait. C'est vrai. L'autre élément intéressant, c'est la manière dont Disney+ semble désormais assumer une ligne plus mature pour certains héros Marvel. Donc on a Daredevil Born Again aussi, qui est à la fois sombre et violent, dans un autre registre, mais on a aussi des scènes très très léchées avec des plans séquences de folie et tout. Là, c'est pas du tout le cas. Là, on est sur quelque chose de plus cuté, mais aussi plus efficace, disons, qui correspond plus à la nature du Punisher. Okay. En conclusion, The Punisher One Last Kill n'est pas seulement le retour du Punisher, c'est aussi une déclaration d'intention. Marvel montre qu'il existe enfin une place pour des récits adultes, violents et psychologiquement sombres dans le MCU. Le film ne révolutionne pas le personnage, mais il comprend parfaitement ce qui rend cette version du Punisher si percutante. Et depuis son arrivée dans Daredevil, John Bernthal joue Frank Castle avec brio, et je ne vois personne d'autre pour incarner le personnage. Tu sais, c'est un peu comme Robert Downey Jr. qui joue Iron Man. Je vois personne d'autre pour jouer Iron Man, en fait. Mais c'est vrai. Des fois, il y a comme une évidence, en fait. Et je trouve que John Bernthal, c'est l'évidence qui correspond au Punisher.
The Punisher One Last Kill apparaît donc comme une véritable anomalie dans l'univers cinématographique Marvel, qui est devenu bien trop lisse et prévisible. Ici, c'est brutal, c'est viscéral, c'est nerveux, mais c'est aussi étonnamment humain. Et le court-métrage donne au MCU une intensité qu'il semblait avoir perdue depuis plusieurs années, en refusant le spectaculaire au profit d'une violence sèche, d'une noirceur assumée et d'un personnage profondément brisé. Marvel livre ici une de ses œuvres les plus audacieuses depuis Endgame, et ça c'est assez rare pour le souligner. À ce titre, il s'impose sans difficulté parmi les meilleures productions Marvel de ces dernières années. Donc encore une fois, ça tient sur un timbre-poste, ça dure 45 minutes, il faut pas s'attendre à un truc de fou au niveau, voilà. Mais rien que l'ambiance et ce qu'on voit, on nous prend pas pour des cons, et ça c'est beau. Ouais, carrément, ça donne très envie. Est-ce qu'il faut être très à jour de tout ce qui est Punisher ou c'est ok? C'est complètement ok en fait. C'est un court-métrage où si tu connais pas le Punisher, tu dis c'est juste un mec qui a des syndromes post-traumatiques, qui est dans sa chambre et qui a 2 doigts d'en finir, et t'as un flashback pour montrer qu'il a buté des gars et du coup il y a une vengeance qui s'opère sur sa tête, c'est comme si sa tête était mise à prix, et là le gars il essaye de survivre. Donc en fait tu peux regarder les 45 minutes, tu passes un bon moment, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu passes un bon moment et ça suffit, t'as pas besoin d'en savoir plus. Et c'est là que je trouve le court-métrage fonctionne. Parce que pour la personne qui connaît le Punisher, c'est un petit cadeau en plus. Et pour la personne qui connaît pas, il voit un truc qui fait carrément le taf, quoi. Et écoute, trop bien. Merci beaucoup, Kira. Timing parfait d'ailleurs. Aujourd'hui, on est très, très réglé. Exactement. 1 heure pile, nickel. As-tu des petits big up à faire? Alors j'ai vu je perds mes mots. J'ai vu les formulaires passer. Ah oui. J'ai vu les formulaires passer, mais je pense que tu as dû les noter, donc je vais te laisser. Alors, je les ai notés. Donc, j'ai noté 2 big up un peu spéciaux cette semaine. Donc, c'est 2 de nos auditeurs qui sont en même temps game designers, qui ont sorti leur jeu vidéo. Donc, c'est à eux qu'on va faire un big up aujourd'hui. Donc, il y a Julien qui a sorti bonjour Julien, qui a sorti un petit roguelite qui s'appelle Particulitix, et on est un mix entre un Vampire Survivor et un Raze, comme j'aime le dire quand j'ai discuté un petit peu avec lui. Donc c'est franchement sympathique. J'y ai pas joué, mais en tout cas ça a l'air sympathique. Sympathique, ça pas mal. La blague, j'espère qu'elle lui plaira. Le jeu sort le 6 juin. Il y a une démo de disponible si vous voulez vous faire votre avis. Et il sera à 5,99 €, donc il sera pas très cher. Donc voilà, big up à lui. Et nous avons Jessie qui est pareil game narrative designer sur un jeu qui s'appelle Sky Legend, qui sort aujourd'hui le 18, parce que notre épisode sera diffusé le 18, où c'est marrant, on retrace l'aventure des pionniers de l'aviation aéropostale. Donc c'est un jeu en VR sur PC, si vous aimez le VR. Où on est dans un avion à la Antoine de Saint-Exupéry, et on va livrer du courrier, visiblement, un peu en mode cel-shading, BD et tout. Ça a l'air sympathique. On a eu un petit message qui était trop mignon de Hugo, qui a eu des jumeaux. Oui, tout à fait. Hugo qui nous a fait un message d'amour, trop gentil. Exactement. Un très long message. Ah oui, il parlait de Death Door d'ailleurs. Il me suggérait de jouer à Death Door, que j'ai déjà platiné, qui est très très bien, où on joue un corbeau. Avec une DA magnifique, une bande son magnifique. Donc j'ai adoré ce jeu. Et il nous a recommandé également le film The Wall de Brendan Fraser, qu'il a eu un Oscar derrière dessus, que j'ai déjà vu, que j'ai aimé, mais qui est tellement malaisant que je ne pense pas le regarder à nouveau. Parce que les films de ce réalisateur sont toujours un petit peu durs, et c'est vrai qu'il faut vraiment être dans le bon mood. Il nous recommande également Ted Lasso, qu'on a vu tous les deux, qu'on a adoré, et on attend la nouvelle saison qui va arriver prochainement. Donc, voilà. Il a aimé Shrinking. Il nous a parlé aussi de Magicien, un livre de Raymond Elfist que j'ai pas encore lu, mais que j'ai mis sur ma checklist à lire. Et donc il a eu des jumeaux en effet. Et c'est quand il a appris que j'ai été papa que ça lui a poussé à nous écrire. Donc nous espérons que tes 2 jumeaux vont bien. Et big up à toi. Parce que 2 c'est du taf, je pense. Moi j'ai les 2 en décalage et c'est déjà du taf alors. Ouais, je me rends compte avec un, donc gros big up à toi Hugo, merci beaucoup pour ton message. Voilà, et un jour, est-ce qu'on fera un live sur Twitch ou YouTube? Peut-être, pourquoi pas, faudrait qu'on voit ça. Un jour peut-être. Voilà, si en fonction on a accordé au niveau du temps. Et je te laisse le mot de la fin, Kira, tu peux conclure cette émission. Merci à toi Sid pour cet épisode, merci à tous pour votre soutien, vos petits messages sympathiques et surtout votre fidélité, parce que vous êtes de plus en plus chaque semaine, mais c'est vrai qu'on a des personnes qui nous envoient des messages pour nous dire qu'ils ont platiné
Ciné La Taverne dernièrement, et ça fait toujours plaisir en tout cas. Ouais, N'hésitez pas à aller au cinéma, aller voir des films, aller voir des livres. Moi, j'allais voir Le Diable s'habille en Prada ce soir, et j'avoue, je ne suis pas le plus emballé du monde. Hein. J'ai fait ça pour faire plaisir. Donc, priez pour moi, je ne pense pas faire une chronique dessus. On va prier pour toi. Je ne pense pas faire une chronique dessus. Écoutez des livres, jouez à des jeux vidéo. Le petit jeu de Sid a l'air plutôt sympa. Je te laisse dire le nom parce que je l'ai déjà oublié. The Dark Queen of Mortal. Ouais, Mortal. Donc voilà, et puis ciao, à la semaine prochaine. Ciao.